Merci beaucoup, Madame Turmel, pour l'introduction. Merci au comité organisateur pour l'invitation. Alors, ça me fait plaisir aujourd'hui de traiter de la conservation et de la restauration des sols organiques du sud du Québec et des efforts qui sont faits au niveau recherche pour atteindre la durabilité euh, au cours des prochaines années. Alors, comme on le verra aujourd'hui, ben, les sols organiques, en fait, ils sont fatigués. Et puis, si la tendance se maintient, ce qui est prévu, c'est que d'ici 30 à 50 ans, il pourrait avoir une perte de ces milieux de production-là, avec des conséquences importantes sur l'économie de la production maraîchère au Québec. Alors, on va montrer aujourd'hui l'ensemble des efforts faits là, pour assurer la pérennité de cette ressource-là. Bon, OK, parfait. Alors, les mécanismes par lesquels ces sols-là se dégradent, en fait, proviennent principalement de la décomposition, de l'affaissement, de la compaction et de l'érosion éolienne. L'érosion éolienne étant une particularité vraiment de ces sols-là par rapport aux sols minéraux classiques au Québec. Et puis, les résultats qu'on va voir aujourd'hui vont insister principalement sur des apports de matière organique supplémentaires et l'introduction de rotation longue pour lutter contre les agents de dégradation. Et puis, les résultats qu'on va voir aujourd'hui suggèrent qu'on pourrait les conserver de 3 à 4 fois plus longtemps que prévu, ce qui pourrait permettre de passer aux prochaines générations cette valeur foncière importante-là et ces infrastructures de production importantes-là associées à ces sols-là. Cependant, ce qu'on va voir aussi, c'est que les interventions pour les conserver sont complexes et demandent une quantification, ce qui va faire en sorte qu'on va de plus en plus recourir à des systèmes experts pour assister les services conseils dans l'application de recommandations localisées. La situation générale des sols organiques est la suivante. Environ seulement 3 des sols organiques du Québec sont utilisés pour la production. Ça représente au total 6 700 hectares pour l'extraction, dédié essentiellement à la production de milieux artificiels en sériculture et puis en production de pépinières. Et il y a un 10 000 hectares qui est associé à la culture maraîchère de plein champ dans une zone à l'intérieur de laquelle 10 000 hectares supplémentaires sont également protégés. Alors, ce qu'on parle ici, c'est vraiment de ces 10 000 hectares-là qui sont en culture, considérant en même temps que 10 000 hectares demeureront protégés pour permettre en fait ces milieux humides-là de jouer leur rôle important dans les écosystèmes. Les sols organiques fournissent 35 de la production maraîchère au Québec en termes de volume de production, mais environ 50 en termes de revenus à la ferme parce qu'elles produisent la qualité de production est très importante et puis permet de l'exportation vers des marchés cibles à l'extérieur du Québec, principalement au niveau de Boston, de New York et de la grande ville de Toronto. Alors, si on regarde ici, les sols qui sont visés par cette présentation-là sont principalement situés dans la région de Napierville, de Sherrington, Saint-Michel, Saint-Édouard et puis Saint-Rémy. Alors, on a une localisation ici de l'essentiel de ces bassins-là. Par rapport à des sols minéraux classiques dans lesquels on va retrouver 3 horizons caractéristiques, le A, le B et le C, bien, les sols organiques vont être classés organiques à partir du moment où on a un minimum de 40 cm s'il s'agit d'un horizon très décomposé de type humique ou moyennement décomposé de type mésique et 60 cm s'il s'agit d'un horizon fibrique. Et puis, ces sols-là vont être constitués de différentes couches dans l'horizon haut, en fait, des sous-couches, en fait, qui vont avoir différents degrés de décomposition en fonction des différentes populations végétales qui les ont occupées là, lorsque ces milieux humides-là, au départ, ont été graduellement envahis par la végétation pour former ces tourbières-là qui ont été remises en culture autour des années 50-60. Et puis, ces horizons organiques-là vont s'être formés tout simplement parce qu'on va retrouver un horizon C très imperméable qui va faire en sorte que lors de la fin de la dernière glaciation, ben, il y a des zones d'accumulation d'eau qui se sont graduellement fait envahir par la végétation parce qu'il y avait très peu d'apport d'eau nouvelle à l'intérieur de ces milieux-là.
Euh, Essentiellement, un horizon très important à considérer dans le drainage et dans la gestion des sols organiques est l'horizon coprogène, qu'on retrouve tout au-dessus de l'horizon minéral, qu'on voit ici en bleu, qui peut aller de teinte bleutée jusqu'à rougeâtre, mais qui est formé en fait de débris de plancton, de débris de poissons, de déjections de différentes origines, et puis de transformations microbiennes qui lui donnent une texture de jello, en fait, de gélose. Donc, très imperméable. La perméabilité dans cet horizon-là est carrément égale à zéro. En fait, elle est infiniment petite, de telle sorte qu'elle constitue une limite très importante au drainage qu'on doit prendre en compte là, dans sa gestion. Les deux facteurs majeurs de dégradation par importance sont l'érosion éolienne pour environ 1 cm par année, d'après les relevés qu'on voit dans la littérature, et puis 1 cm par année qui serait lié essentiellement à la décomposition de la matière organique, mais aussi suite à la mise en culture et à la mise en place d'un système de drainage, à l'augmentation de la contrainte effective du sol qui va faire en sorte que le sol va s'affaisser sous son propre poids pour atteindre un taux d'affaissement résiduel après peut-être 40 ou 50 années de mise en culture d'environ 1 cm par année. Donc, 2 cm par année au total de dégradation, décomposition, érosion, qui vont faire en sorte que si vous avez une hauteur moyenne, comme on retrouve actuellement, de 1 mètre environ dans le bassin de production des terres noires, bien, vous pouvez prédire qu'à l'intérieur de 50 ans, au rythme où les choses se produisent, bien, l'essentiel de ces milieux de production-là devrait être disparu. Puis effectivement, il y avait des relevés qui avaient été faits dans les années 90 par Pierre Buteau et Léon-Étienne Parent, qui avaient permis d'établir que la profondeur moyenne de ces sols-là se situe autour d'1,8 m lors de ces inventaires-là. Et puis, lors d'un plus récent inventaire effectué en 2015, on se retrouvait environ après 40 années d'utilisation, finalement, 1 mètre de sol. Et si vous faites un calcul rapide, ça vous donne très près du 2 cm par année. Et si on maintient la tendance, bien, ça voudrait dire à peu près 45 années. Par contre, d'après nos évaluations, on estime qu'avec des réductions de l'érosion éolienne qui totalisent 1 cm par année, des apports additionnels de biomasse, on pourrait atteindre la durabilité ou au moins minimalement prolonger la durée de vie de ces sols-là à peu près 135-140 ans. Et puis, quand ces sols-là vont se dégrader, bien, il va y avoir une perte aussi de la qualité de l'environnement de production. Et puis ça, c'est dû principalement à la formation d'une couche compacte qui s'appelle la couche de Murch, ou en fait de traduction libre par rapport au terme polonais, ça veut dire la couche pourrie. Alors, ce qui va se produire, c'est que si vous avez un sol, par exemple, qui aurait 2,2 mètres d'élévation en 1950, la couche en fine surface fraîche va commencer à se décomposer suite à l'apport d'oxygène et puis s'accumuler à une interface avec des horizons plus fibriques ici pour épaissir graduellement et puis devenir suffisamment dense pour restreindre de façon importante le drainage. Alors, on a une photo ici d'horizons qui ont été amendés pour être reconstitués. Et puis, où est-ce qu'on voit, en fait, qui représente, en fait, ce qu'on pourrait avoir dans l'état original, du matériel beaucoup plus fibreux, beaucoup moins décomposé, au-dessus d'une couche d'importance, d'épaisseur, en fait, qui va aller en augmentant. Alors, c'est ce qu'on observe dans des profils qui ont environ 70 ans d'évolution. On va voir à peu près des couches, cette couche-là très épaisse, et puis la couche suffisamment poreuse, suffisamment drainable, ici à être beaucoup plus mince, sauf si évidemment on procède à un labo profond. Alors, ça entraîne évidemment des pertes de productivité, un ralentissement du drainage, une réduction de la profondeur racinaire. Une des façons de le diagnostiquer, c'est de mesurer les courbes de rétention. Qui au départ se situe pour les sols jeunes qu'on appelle 1 dans notre système interne de classification, ben, où est-ce que quand on met en relation la teneur en eau volumique avec le potentiel matriciel, en fait la force de succion qu'on exerce pour soutirer l'eau de l'échantillon, on s'aperçoit qu'évidemment au départ, on a beaucoup d'eau et puis au fur et à mesure qu'on exerce une succion importante, ben, on en draine une partie
À 50 cm, ça va constituer pour ces sols-là la porosité drainable, en fait, ce qui classiquement, suite à nos observations, se draine lorsque le drainage s'est complété. Et puis, quand un sol est jeune, il va avoir une forte proportion. Par contre, au fur et à mesure que le sol va vieillir, quand il va passer au niveau 2, représenté en bleu ici, graduellement, la portion ici va remonter. Il va y avoir des pores plus fins qui vont apparaître et puis ça va amener une chute de la porosité drainable, de telle sorte qu'en fin de vie, au niveau 4, on aura à peu près 83 ou 0,83 de porosité totale et une porosité drainable beaucoup plus faible de moins de 10 ce qui va ou de 0,10 cm3 par centimètre cube de volume total apparent. Premier symptôme, première observation qu'on fait. Seconde observation, le ralentissement du rabattement de la nappe. Alors, par rapport à la norme de drainage qui est de 30 à 50 cm par jour pour des cultures de forte valeur commerciale, bien, on va observer dans les sols qui vieillissent graduellement un ralentissement très important, des sols même qui ne pourront pas atteindre techniquement cette valeur-là parce que le drainage résiduel est beaucoup trop lent, de telle sorte que le drainage va favoriser l'apparition de nappes perchées très près de la surface et va venir aussi influencer la productivité, même si on essaie de l'améliorer par des méthodes de drainage classiques. Autre observation qui est couramment faite quand on va avoir une couche compacte, si on observe le développement de racines de laitue, par exemple, il va se restreindre aux 20-25 cm supérieurs, alors que lorsque la couche de mourche est suffisamment mince ou facile à perforer, en fait, pour le système racinaire, bien, les racines vont descendre jusqu'à facilement 60, 70, 80 cm en sol organique. Alors, les producteurs ont fait ces observations-là et puis sous le leadership de Denis Van Winden, contacté l'Université Laval en 2007 pour initier des travaux de recherche préliminaires pour tenter d'ajuster en fait la régie de culture, la régie des sols face à ces limites de production-là qui apparaissaient de plus en plus importantes. Et puis suite à plusieurs travaux pendant un certain nombre d'années, en 2018, le groupe d'entreprises impliquées est passé de 5 à 14. Et puis, ces producteurs-là ont demandé qu'on mette en place davantage de moyens pour arriver à lutter contre les mécanismes responsables de la dégradation. C'est 14 partenaires qu'on a réunis en 2018 qui représentent en fait 31 du chiffre d'affaires du secteur maraîcher. Et c'est grâce à leur cofinancement ainsi qu'à celui obtenu par le gouvernement du Canada et celui du Québec pour son programme de crédit d'impôt d'aide à la recherche qu'on a pu mettre en place la chaire de recherche industrielle du SNG en conservation des sols organiques cultivés sous ma direction et avec la participation également de Mme Jacinthe Dessureau-Rompré. Alors, évidemment, par rapport à la séquence de dégradation, ce qu'on vise à faire ici, c'est l'étude des rotations longues avec des systèmes pivotants et de méthodes comme le sous-solage, par exemple, aussi, qui vont permettre à des racines, en fait, de perforer la couche compacte et d'améliorer le drainage. Ces rotations longues-là permettraient également de produire une biomasse qui permettrait d'amender des sols pour avoir des niveaux suffisants pour compenser pour les pertes de décomposition ou avec de plus forts tonnages permettre de reconstituer certains sols qui sont rendus trop minces. En même temps, ces zones de biomasse-là pourraient jouer le rôle de brise-vent si elles étaient localisées à des endroits stratégiques sur l'entreprise. Alors, ce qui veut dire que l'environnement de production a déjà commencé à changer et on voit apparaître des zones qui vont être dédiées à la production de biomasse pour reconstruire des sols rendus trop minces ou pour amender des superficies voisines, mais en même temps, d'autres zones positionnées stratégiquement pour agir, pour contrer en fait l'action érosive de certains couloirs de vent. Et puis, grâce aux travaux qu'on a faits depuis environ une quinzaine d'années, on a pu quantifier maintenant par rapport à la littérature sur les sites qu'on étudie quelle était l'importance relative des différents mécanismes. Et par rapport à une perte totale inventoriée d'environ 40 cm sur 25 ans, on a constaté que l'érosion éolienne, en fait, représentait environ 15 cm de sol qui étaient perdus sur 25 ans. La décomposition elle-même était responsable d'environ 15 cm. L'érosion de surface, hydrique,
occupait une place très faible, en fait, sauf à des endroits très localisés, d'environ 0,25 cm. Et puis, le compactage et le tassement suite à la circulation de l'équipement, mais également suite à l'augmentation de la contrainte effective due au contrôle de nappe et puis au drainage subséquent, représentait un 10 cm. Alors, ça veut donc dire que si on veut agir pour contrer ces mécanismes-là, il faut donc agir pour contrer l'érosion éolienne, compenser les amendements dus à la décomposition, évidemment, agir sur la nappe et la circulation pour réduire ce troisième facteur. Alors, évidemment, par rapport à l'érosion, il fallait d'abord cartographier les vents, puis faire des essais sur le travail réduit, les brise-vents, l'irrigation. Et puis, on a, dans ce cas-là, déployé, et puis c'est encore en déploiement, une cinquantaine de stations météo à différents endroits pour cartographier les vents et développer aussi des modèles adaptés de compréhension et d'évaluation des pertes par érosion éolienne. Alors, c'est Charles Frenet de Vallière et puis Daniel Campbell de l'Université Laurentienne qui ont travaillé initialement sur cette cartographie des vents-là. Et puis, on a pu établir que dans cette région-là, les vents dominants érosifs provenaient de la direction du Sorois, en fait, du Norois, du nord-est, dans la région de Napierville, avec une composante non négligeable, plus ou moins perpendiculaire, là, provenant du sud. En fait, c'est des vents qui originent du lac Champlain. Et en rouge foncé, ces couleurs-là représentent les vents qui sont vraiment érosifs, là, qui vont avoir une influence sur la saltation. Alors, on s'aperçoit donc qu'il y a quand même des patrons locaux dont il faut tenir compte dans l'établissement des méthodes de lutte à l'érosion éolienne. Les résultats additionnels constitués par Andrés Silva d'Imaté ont permis de confirmer que, à l'intérieur de 4 mois, par exemple, on pouvait atteindre des pertes qui oscillaient entre 1 à 10 mm. Et puis, évidemment, ils étaient fonction de l'importance des événements d'érosion, donc de la force des vents, mais aussi de l'humidité du sol et du régime de précipitation. Et puis, ce qu'on a conclu à date, à ce jour, mais les travaux se continuent pour cette section-là, c'est qu'on observe de forts vents tout au long de la saison, que les pertes se produisent par 2 mécanismes qu'on appelle la suspension et la saltation, et que ces mécanismes-là sont liés à des vents dont les seuils dépassent de 5 à atteignent entre 5 à 9 mètres par seconde en été, mais peuvent survenir aussi tôt au printemps et au début de l'automne. Et puis qu'il y a un effet non rapporté dans la littérature qui a pu être identifié, un effet triboélectrique, c'est-à-dire des charges électriques qui se développent sur ces sols-là suite à leur frottement lorsqu'elles sont sèches et qui amènent en fait la création de nuages plus ou moins importants. Fait qu'actuellement, on est en train de quantifier l'importance de ces mécanismes relatifs-là à l'aide d'essais en soufflerie qui se déroulent à l'Université Laval. Mais concrètement, les résultats qu'à ce jour, ça a été amené, ça a été une adoption accrue du recours aux engrais verts pour contrer l'érosion éolienne. On est passé de peut-être 20 à 30 % des surfaces en engrais verts à maintenant 80 à 90 %. Une intensification de l'irrigation. On a pu déterminer les seuils d'humidité de surface à partir desquels l'érosion devenait importante. Et puis à ce moment-là, les interventions s'accentuent pour, lorsque les sols sont nus, pour contrer cette érosion-là par l'application d'une fine couche d'eau de surface. Et finalement, le renouvellement et l'implantation de nouveaux brise-vents à des endroits stratégiques, maintenant qu'on connaît mieux la position des couloirs de vent. Également, toute la question de la décomposition de la matière organique nous demande de compenser par un apport additionnel. Alors, je vais passer la parole pour cette section-ci à Jacinthe Deschoureaux-Rompré, qui est notre nouvelle professeure en conservation des sols à l'Université Laval et puis qui continue des travaux sur ces axes-là. Alors, Jacinthe. Merci Jean, merci et bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais prendre le relais sur la présentation de Jean et moi, je vais me concentrer un peu sur les volets production de biomasse et amendement des sols organiques cultivés dont Jean a parlé un peu. Donc, voilà. Donc, les objectifs pour le volet de production de biomasse qui est un des volets qui fait partie du projet de chaire de conservation et restauration des sols organiques cultivés. Donc, les objectifs sont vraiment de pouvoir pour les producteurs maraîchers, de les rendre autonomes là, dans leur propre production d'amendement, tout en restaurant les sols dégradés. Donc, on vise vraiment sur la ferme à établir les productions de biomasse dans des sols qui sont très peu productifs, qui sont dégradés,
Toutes les fermes en possèdent un certain pourcentage. Donc, c'est vraiment ces sols-là qu'on a visés pour faire nos tests en production de biomasse. Donc, on visait vraiment à maximiser la productivité de la biomasse par hectare pour réduire, en fin de compte, les besoins de surface pour cette production de biomasse-là et aussi de sélectionner des biomasses qui offrent une haute stabilité. On va reparler de ce paramètre-là un peu plus tard. Donc, la première question qu'on s'est posée, c'est est-ce que c'est possible d'avoir des rendements intéressants dans un sol organique dégradé? Comme Jean l'a mentionné, les sols organiques dégradés vont avoir plusieurs contraintes. Donc, ce sont des sols qui sont amincis. Donc, au niveau du développement racinaire, ça apporte certaines limitations. Ces sols dégradés-là vont aussi avoir des problèmes au niveau du drainage, vont être très sensibles aux événements de sécheresse. Donc, on s'est posé cette question-là, à savoir combien finalement de rendement on est capable d'obtenir dans ces conditions de sol dégradé-là. Donc, on a testé vraiment beaucoup de cultures de production, dites de production de biomasse, que ce soit des cultures annuelles ou des cultures vivaces. Donc, on a testé des cultures comme le sorgho, le millet. Pour ce qui est des cultures annuelles, on a testé aussi au niveau des vivaces le miscanthus, le panic érigé, le saule et plusieurs autres. Et donc, et ces tests-là se sont faits sur différents degrés de dégradation de sol organique, mais aussi sur des sols minéraux là, très peu productifs qui font partie là, des fermes. Depuis 2016, les 14 fermes partenaires ont vraiment participé activement là, à ce volet-là de production de biomasse. Donc, on a des sites implantés sur chacune des fermes. Certaines fermes ont même plusieurs sites. On a différents degrés là, de dégradation, des plus ou moins amincis et aussi sur des sols minéraux très peu productifs là, que les partenaires ont bien voulu mettre à l'essai là, dans le cadre du projet. On a aussi plusieurs surfaces d'implantation. On a des surfaces qui sont très petites, variant de 0,1 hectare, mais maintenant, on a des producteurs qui produisent, par exemple, le saule, le miscanthus et le panic érigé aussi sur plus de 3 hectares de surface, qui est intéressant aussi pour pouvoir caractériser la variabilité à l'intérieur des champs. Donc, de notre côté, vraiment, les principales, on a fait beaucoup de tests, là, mais les principales cultures sur lesquelles on s'est attardé, où on a poussé un peu plus loin là, les investigations, c'est vraiment la culture du saule, du miscanthus, du panic érigé et du sorgho. En ce qui concerne le miscanthus particulièrement, c'est une culture qui est très peu connue au Québec, donc en Europe et aussi aux États-Unis. Cette culture-là, elle est connue pour son très grand potentiel de rendement. Donc, nous, on a voulu vraiment, on s'est intéressé à cette culture-là. Il y a des producteurs de miscanthus en Ontario avec lesquels on a fait affaire beaucoup là, pour ces essais-là. Donc, on a testé différentes variétés, différentes façons d'implanter le miscanthus parce qu'il faut savoir que quand même, c'est une culture qui est difficile à implanter, mais au bout du compte, là, le potentiel de rendement est très intéressant. Donc, cette première figure-là que je vous montre ici, c'est vraiment sur l'ensemble des sites et l'ensemble des années, là, tout confondu, les résultats de rendement en tonnes de matière sèche par hectare qu'on a obtenus pour des cultures plus annuelles comme le millet, le sorgho et des vivaces, miscanthus, panic érigé, saule et aussi on a testé le topinambour. Vous allez voir une grande étendue de points qui sont les différents sites à l'essai. Pour le miscanthus, le panic et le saule, il faut savoir que les cultures vivaces de production de biomasse vont prendre quelques années avant d'atteindre un rendement qui est optimum. Donc, c'est pour ça qu'on voit vraiment cette grande étendue de rendement-là. En moyenne, on peut atteindre, mais on va le voir tout à l'heure là, avec l'évolution par année, mais on peut voir pour les cultures annuelles là, que le sorgho est quand même intéressant avec 10 tonnes de matière sèche par hectare par année. Par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que d'implanter des cultures annuelles, c'est beaucoup plus risqué parce que c'est des cultures qui vont être sensibles au site et au site qui va avoir été choisi cette année-là et aux conditions météorologiques. Tandis que les vivaces, malgré qu'elles prennent un certain nombre d'années avant d'atteindre un potentiel optimal, une fois bien implantées, elles vont être très, très résilientes face aux événements climatiques qui sont extrêmes. Donc, inondations, sécheresse, quand que le miscanthus, le saule et même le panic érigé sont bien implantés, il va y avoir peu d'impact sur les rendements.
Donc, ici, c'est un exemple là, pour le sol et le miscanthus d'évolution dans le temps au niveau des rendements, toujours en tonnes de matière sèche par hectare par année qu'on a obtenu. Pour le miscanthus, on a plusieurs années, là, depuis 2016, qu'on a des sites en production. Donc, on voit la belle évolution là, des rendements obtenus. Et dans nos sites là, les plus productifs, on a maintenant des tonnages autour de 25 à 30 tonnes de matière sèche par hectare par année qui sont produits. Sur la photo ici, c'est une photo qui a été prise vendredi dernier. On a fait les rendements là, dans les parcelles justement de miscanthus, qui est un type de culture qui est récolté au printemps. Donc, sur ce site-là ici, on obtient des rendements qui tournent autour, après 3 ou 4 années de culture, autour de 20 tonnes de matière sèche par hectare, ce qui est quand même très impressionnant. Pour le saule, lui, va être récolté à tous les 3 ans. C'est pour ça que j'ai inscrit cycle, le premier cycle et le deuxième cycle. Et on voit aussi encore pour cette type de culture-là une belle augmentation là, des rendements entre le premier cycle là, de rendement et le deuxième. On a sur nos sites là, des rendements qui atteignent les 15 à 20 tonnes de matière sèche pour la culture du saule. Il faut savoir que nous, ce qu'on a remarqué, c'est que le saule va mieux s'implanter en sol organique très dégradé, très aminci. Tandis que le miscanthus va être un peu plus sensible là, à la hauteur de sol organique restante et aussi aux conditions de sécheresse et de mauvais drainage. Donc, pour le miscanthus, il vaut mieux choisir soit des sites minéraux très peu productifs qui font partie là, de la banque de sol de la ferme ou alors des sols organiques dégradés, mais qui possèdent quand même une certaine hauteur de sol encore pour permettre au système racinaire de bien s'implanter, surtout les premières années qui sont très difficiles. Donc, au niveau des cultures de biomasse, on s'est attardé au rendement, mais le rendement, ce n'est pas tout. Ce sont des cultures qui sont faites pour pouvoir amender les sols organiques par la suite. Cet amendement organique-là, on veut qu'il soit stable, qu'il résiste à la décomposition, parce que contrairement aux sols minéraux où le carbone et la matière organique vont pouvoir être protégés dans les agrégats du sol ou vont pouvoir être protégés grâce à des interactions avec les minéraux argileux, on n'a pas ces mécanismes de protection-là qui existent dans les sols organiques. Dans les sols organiques, on doit viser donc la stabilité du résidu, on doit viser la récalcitrance pour pouvoir, dans le temps, augmenter nos stocks de matière organique et nos stocks de carbone dans ces sols-là. Donc, on a vraiment caractérisé nos résidus de façon assez détaillée pour pouvoir aller pointer là, lesquels seraient dans le temps nous permettraient vraiment d'atteindre cet objectif-là d'équilibre carbone et même d'augmentation du carbone. Donc, ici, ce qu'on voit sur cette image-là, ce sont des données pour le rapport C sur N qui est ici, le rapport ligne sur N, l'indice de stabilité de la matière organique qui, lui, est calculé en se basant aussi sur les contenus en lignine, en cellulose, en soluble. Et il inclut aussi les données de respiration microbienne. C'est une petite incubation qui est faite avec le résidu et du sol. Puis, on mesure le dégagement de CO2 après 3 jours d'incubation. Donc, pour les 3 ici, carbone, azote, rapport lignine sur azote et SMO, on recherche des valeurs qui sont élevées et pour la respiration, on recherche des valeurs qui sont faibles. Donc, les résultats, là, après cette caractérisation, première caractérisation d'indice, pointaient vraiment vers les résidus forestiers, le miscanthus et le sol qui vont apporter cette biostabilité qu'on recherche. On a poussé un peu plus en détail cette étude-là de la biostabilité avec une étude de décomposition in situ, où là, on a testé 3 types de biomasse. On avait une espèce ligneuse, qui est notre saule, une espèce de graminée vivace, qui est notre miscanthus, et une espèce de graminée annuelle, qui était le sorgho. On a ces résidus-là broyés, on les a mis dans des sacs microporeux, comme on voit sur l'image ici. On les a enterrés dans le sol et on est allé les rechercher à plusieurs moments durant une échelle de temps d'environ 17 mois. Donc, les points qu'on voit sur le graphe ici sont les moments où on est allé chercher les sacs qu'on a pesés pour la perte de masse, qu'on a analysés pour la perte de carbone. Donc, ce qu'on voit ici, finalement, sur ces graphes-là, ce que ça nous montre, le premier graphe ici, c'était pour la couche de surface et ici, on était un peu plus en profondeur. Donc, ce qu'on voit, c'est vraiment la cinétique de décomposition des résidus dans le temps. Et on voit que pour le sorgho, cette cinétique-là, elle va être plus rapide. Donc, ça reflète bien, finalement, les indices de stabilité qu'on a vus dans la diapositive d'avant.
Donc, le miscanthus et le saule vont être des résidus qui vont résister plus à la dégradation, à la décomposition microbienne comparativement à un résidu comme le sorgho. Cette cinétique-là de décomposition qu'on voit, elle nous a vraiment servi par la suite à modéliser sur une très longue échelle de temps. Donc, on voit ici, ce sont des données de modélisation. Donc, on voit pour le premier graphe ici jusqu'à 500 ans. Donc, on s'est servi de cette minéralisation-là pour simuler finalement quel type de biomasse et quel tonnage permettrait d'assurer la durabilité dans le temps, l'équilibre carbone ou même l'augmentation des stocks de carbone dans les sols organiques. Donc, sur cette image ici, ce qu'on voit, c'est la ligne ici en rouge, c'est vraiment la limite là, de production possible. Si mes lignes comme ça, comme la noire ou les lignes de couleur traversent cette ligne verticale en rouge, on arrive à un point où on n'est plus en mesure de produire dans le sol organique, il est rendu trop aminci. La ligne noire, c'est vraiment notre sol témoin. Donc, on voit que dès qu'on ajoute de la biomasse, du sorgho, miscanthus ou saule, on va vraiment augmenter la durabilité, la pérennité du sol organique. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que finalement, en ajoutant 5 à 7,5 tonnes de carbone par hectare par année dans les sols, de saule et de miscanthus, on est vraiment capable d'augmenter de façon très, très significative la durée de vie de ces sols-là. Les graphiques en bas, c'était pour des amendements à tous les 2 ans. Et ici, c'est juste pour vous montrer finalement qu'on amende le sol ici et la modélisation s'est faite vraiment en fonction de la cinétique de décomposition qu'on voit ici. Donc, on amende, le résidu se décompose, on réamende, le résidu se décompose et comme ça, on est capable d'augmenter les stocks de matière organique sur le très, très long terme. Donc, pour la production de biomasse, notre conclusion pour l'instant, c'est vraiment que le miscanthus et le saule vont offrir les meilleures combinaisons de stabilité et de potentiel de rendement. Ils vont pouvoir s'implanter dans les sols organiques dégradés. Le saule performe mieux en sol très, très dégradé que le miscanthus. Et sur le long terme, on anticipe finalement que ces cultures vivaces-là vont permettre de restaurer le sol. Donc, en plus d'être une source de biomasse pour amender les sols organiques qui sont cultivés. Donc, le volet qui vient avec, donc on produit notre amendement, on veut amender nos sols. Donc, il y a tout un volet dans lequel on a étudié l'impact des amendements sur les propriétés chimiques, physiques et microbiologiques des sols. En conditions contrôlées, il y a eu vraiment beaucoup d'expériences qui s'est faite et aussi en conditions réelles au champ chez les producteurs. Donc, ce qu'on voit sur la photo aussi, c'est un champ qui a été amendé avec du miscanthus. Donc, dans ce volet-là, pour les amendements, on a eu des étudiants, une étudiante au doctorat, Caroline Bourdon, et Vincent Marmier, qui étaient un étudiant à la maîtrise, qui se sont vraiment, eux, attardés à étudier l'impact de l'amendement de différents types de biomasse végétale broyée dans les sols organiques là, sur la disponibilité des nutriments et le bilan carbone pour ce qui est de Caroline, et sur la cinétique très détaillée là, de la minéralisation de l'azote pour ce qui est de la thèse de Vincent Marmier. On collabore aussi très étroitement avec le professeur en microbiologie des sols, Thiago Lumière, et aussi avec le chercheur Hervé van der Heyden de Phytodata, qui sont experts respectivement en microbiologie des sols et en phytopathologie, qui, eux, vraiment s'intéressent spécifiquement là, à l'impact des amendements sur le microbiome, sur les phytopathogènes dans le sol. Je ne vais pas présenter ces résultats-là aujourd'hui, mais sachez que les analyses sont en cours pour vraiment être en mesure de bien s'assurer qu'il n'y a pas de conséquences néfastes de la part de ces amendements sur les aspects microbiologie du sol. Donc, pour ce qui est de Caroline Bourdon, c'est une centre doctorat qui a fait beaucoup d'expériences. Donc, elle a fait des expériences en pot, en colonne sans culture et en colonne avec des cultures. Je vais vous montrer là, quelques brefs résultats au niveau des essais en pot qui sont publiés, qu'elle a présentés dans des conférences déjà, donc on peut diffuser. C'est comme je l'ai mentionné, c'est vraiment attardé à l'effet des différents types de biomasse sur la disponibilité des nutriments et la décomposition. Donc, elle a mesuré beaucoup de paramètres. Mais ce qui est ressorti principalement et ce qui était aussi anticipé, c'était l'impact qu'il y a de la part de ces amendements-là sur l'immobilisation de l'azote. Donc, ce sont des résidus, je vous le rappelle, qui ont des rapports cisurènes qui sont assez élevés.
Donc, nécessairement, cet impact-là sur la disponibilité de l'azote dans les sols s'est fait sentir. Donc, dans ces expériences en pot, Caroline, ce qu'elle a, elle, mesuré, en fait, c'est que chaque tonne de matière sèche, de biomasse qu'on amende au sol va immobiliser en moyenne, va diminuer finalement la disponibilité de l'azote minéral de 10 kg. Donc, si on parle d'un amendement de 15 tonnes par hectare de matière sèche, qui est notre amendement typique qu'on explore beaucoup en ce moment, on serait à 150 kg d'azote minéral en moins de disponible pour la croissance des cultures. Cette immobilisation-là va diminuer dans le temps pour être non significatif après la 3e saison de croissance. Au niveau du bilan carbone, Caroline, elle a fait une étude en utilisant vraiment 2 sols organiques qui sont très contrastés, un sol très dégradé et un sol peu dégradé. Donc, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait un amendement à 15 tonnes par hectare pour différents types de biomasse qui sont ici en bas. Et elle a fait un bilan carbone, donc analysé les émissions de CO2 et le carbone dans le sol pour être en mesure d'avoir le bilan, le final, après, je ne me souviens plus le nombre exact de jours ici de croissance, mais normalement, c'est autour de 3000 degrés jour qu'elle faisait ses expériences. Donc, ce qu'elle a remarqué, analysé, c'est que pour le sol qui est très, très dégradé, avec cette dose-là d'apport de biomasse, on arrive à un bilan positif. Donc, on est capable d'augmenter nos stocks de carbone avec les amendements, que ce soit le sorgho, le miscanthus, le saule. Et pour le sol qui est peu dégradé, c'est beaucoup plus difficile d'atteindre l'équilibre carbone. Il faut savoir qu'à la base, les 2 sols choisis pour cette expérience-là avaient vraiment des respirations qui étaient très différentes, c'est-à-dire que le sol peu dégradé respirait beaucoup plus, ce qui fait ça a été plus difficile d'atteindre l'équilibre carbone. Le 0 ici aurait fallu finalement mettre plus d'amendements pour atteindre cet équilibre-là. Pour ce qui est de Vincent Marmier, il a travaillé, lui, avec la méthode de Stanford & Smith, qui est une méthode très reconnue là, pour étudier la minéralisation de l'azote dans les sols. C'est une technique dans laquelle on va faire des incubations de sol. Dans son cas, il a mélangé le sol avec les résidus. On a testé aussi le biochar, le miscanthus, le sol et des résidus forestiers qui provenaient d'une ferme. Et dans cette expérience-là, qui dure 6 mois, on lessive régulièrement les sols et c'est vraiment le lessiva ici qui est analysé pour l'azote minéral. Donc, c'est de l'azote qu'on dit minéralisé. Donc, Vincent, lui, il a les résultats de Vincent qu'il a fait sur un sol très dégradé et un sol peu dégradé, un peu comme Caroline pour le bilan carbone. Il a vu encore une fois que le sol et le miscanthus diminuait vraiment beaucoup la capacité du sol à minéraliser l'azote, à rendre l'azote disponible dans le sol. On peut le voir en mauve et en orange, ce sont les amendements de miscanthus et de saule. On a la ligne en vert qui est notre résidu forestier et le biochar et le témoin sont les lignes rouges et noires. Donc, on voit que dans les 2 sols, on va avoir de l'immobilisation qui est assez importante là, au niveau des amendements qui ont été faits avec le saule et le miscanthus. À la fin de l'incubation, ce qui est intéressant, c'est qu'on a analysé les sols qui étaient dans les bas-teneurs, les sols incubés et amendés, et on les a analysés pour l'azote compris dans la biomasse microbienne et on s'est rendu compte qu'il y avait un lien très fort finalement entre l'azote présent dans la biomasse microbienne et l'azote qu'on a retrouvé dans le lessiva, ce qui nous permet vraiment de confirmer qu'il y a eu immobilisation de l'azote dans la biomasse microbienne lorsque ces sols-là ont été amendés. Donc, on a des expériences au champ. Chez plusieurs producteurs, ont levé la main vraiment, ont participé très activement dans cette péripétie d'amender les sols avec du miscanthus et des résidus de sol. Ce qu'on voit à l'écran, c'est des résidus 15 tonnes par hectare de miscanthus ici et 15 tonnes par hectare de sol avant l'enfouissement, parce que les résidus sont bien sûr enfouis avant de planter. Et donc, pour pouvoir confirmer les résultats qu'on avait dans les expériences en conditions contrôlées de Caroline et de Vincent, on a fait une expérience au champ dans un site amendé de saule de miscanthus et qui avait aussi une portion contrôle. Et on a utilisé des résines d'échange ionique qui nous permettaient d'aller finalement mesurer
l'azote disponible et d'autres nutriments aussi, mais principalement l'azote disponible dans le sol sans trop perturber le sol. Donc, cette expérience-là, on l'a faite pour une croissance de culture de laitue et on a vraiment très, très bien confirmé les résultats d'incubation qui avaient été trouvés par Caroline et Vincent. Donc, au champ, on voit aussi cette diminution-là très importante de l'azote disponible dans le sol qui va se faire lorsque le sol est amendé en miscanthus et en saule. Pour ce site-là en particulier, il n'y a pas eu d'effet significatif sur le rendement de la laitue qui avait été cultivée. Par contre, on voit là, visuellement qu'il y avait quand même une certaine diminution, surtout au niveau du miscanthus qui s'est fait là, pour le rendement. Donc, comme je vous l'ai mentionné, il y a vraiment beaucoup de producteurs qui ont participé qui participent encore à ces sites amendés-là de miscanthus, de saule, et on a aussi des résidus forestiers. Et cette figure-là nous montre vraiment là, globalement les différents résultats de rendement qui ont été obtenus pour toutes les cultures qui ont été testées, dont l'ail, la carotte, le radis, la laitue, les oignons, la coriandre. Donc, vraiment plein de sites différents, plein de cultures différentes, mais toujours avec ces mêmes traitements, miscanthus, saule, et certains producteurs ont aussi des résidus forestiers. Donc, lorsqu'on est au-dessus de la ligne du zéro ici, c'est qu'on a eu une augmentation du rendement et en dessous, on a eu une baisse significative du rendement. Donc, la réponse, premièrement, était très variable entre les fermes. Chez certaines fermes, ça s'est très bien passé. Chez d'autres fermes, on a eu vraiment une baisse significative du rendement, mais surtout la première année qui semble être la plus critique. Par la suite, lorsqu'on a des amendements, même s'ils sont consécutifs, donc 1, 2, 3, c'est pour une année d'amendement, 2 années d'amendement, 3 années d'amendement. Pour le sol et le miscanthus en particulier, il semble y avoir une augmentation des rendements qu'on peut observer, même s'il y a des amendements qui sont consécutifs. Donc, malgré l'immobilisation de l'azote qui est notable, le sol va compenser d'une certaine façon et on va même avoir une amélioration des rendements. On a tout plein encore d'analyses à faire au point de vue physique, au point de vue microbiologique pour comprendre un peu ce qui se passe au niveau chimie, physique et microbiologie des sols dans les sols amendés, dans les sols organiques amendés. Éventuellement, on va pouvoir mieux comprendre l'effet sur les rendements. J'ai aussi un étudiant, je ne présenterai pas de résultats, mais j'ai un étudiant qui a commencé sa maîtrise au printemps passé qui, lui, vise vraiment à caractériser les émissions de carbone dans les sols directement au champ. Et ça va vraiment nous permettre d'ajuster les doses d'amendement parce que là, on parle beaucoup de notre 12 à 15 tonnes de matière sèche par hectare, mais est-ce qu'on peut en mettre moins? Est-ce que les besoins en biomasse peuvent être moindres sur certaines fermes qui vont avoir des champs qui émettent moins? Donc, l'idée de caractériser ces émissions-là directement au champ, finalement, chez les fermes, ça va nous permettre là, de pouvoir avoir plus d'informations sur la quantité réelle de biomasse dont les champs ont besoin pour pouvoir atteindre un équilibre zéro ou pour augmenter les stocks de matière organique. Donc, je vais conclure ici, finalement, avec la production de biomasse à la ferme, que ce soit le saule, le miscanthus, on est vraiment capable d'aller capter le carbone atmosphérique et ce carbone-là va nous servir d'amendement organique là, pour les sols. Les sites qui sont sous production de biomasse vivace vont au fil des années, on l'espère, être restauré. Il y a beaucoup d'apports de litière qui se fait, surtout pour les productions de miscanthus. Il y a beaucoup de litière au sol qui s'accumule, en plus du système racinaire qui est très développé. Et ça, accompagné d'autres pratiques de conservation comme les cultures de couverture ou la culture sur paille de seigle. Donc, on collabore avec Carl Bellec d'Agriculture Canada pour cet aspect-là. Ça va nous permettre, on l'espère, d'atteindre une production pérenne et durable des sols organiques cultivés. Donc, pour moi, ma partie est terminée. Je vais repasser la parole à Jean. Parfait. Alors, merci beaucoup, Jacinthe. Alors, au-delà des pertes de matière organique, évidemment, il y a 2 autres aspects dont on va rapidement traiter, les aspects des travaux sur la compaction et sur le drainage. Alors, dans le cadre des travaux qu'on a fait sur le drainage, l'idée, ça a été conduit par Jacques Galichan et puis Cédric Victoire-Gadessou. L'idée, c'était de pouvoir se servir de pénétromètre pour rapidement identifier à quel endroit est-ce qu'on avait des couches compactes, afin, après ça, de retourner mesurer les conductivités hydrauliques saturées nécessaires à l'élaboration des
des calculs d'espacement et du positionnement des drains là, lors de la confection d'un plan de drainage. Alors, essentiellement, la façon de procéder, ça a été de fonctionner avec des pénétromètres manuels, mais aussi d'automatiser des procédures. Puis ça, c'est Nicolas Lefebvre, notre nouveau professeur en agriculture de précision, là, qui est ingénieur de formation, qui travaille actuellement avec Raphaël Deragon et puis Morane Béliveau à la caractérisation des sites là, à l'aide de différentes technologies, notamment des pénétromètres montés sur Gator avec des systèmes de mesure de teneur en eau et des systèmes de mesure de conductivité électrique là, avec un Véris, là, comme on peut voir ici. Et puis, les conclusions principales qu'on a tirées de ces résultats-là, c'est que les mesures de pénétromètre sont utiles pour identifier la présence d'une couche compacte et sa profondeur, et aussi pour identifier des zones présentant des caractéristiques similaires en termes de couche compacte. Toutefois, il faut quand même retourner sur les sites pour mesurer les conductivités hydrauliques saturées à différentes profondeurs afin de les intégrer dans des modèles de drainage. Et puis, essentiellement, les livrables dans le cadre de ce projet-là pour les producteurs sont des cartes de calcul d'espacement et de profondeur de drainage à densité variable parce qu'effectivement, ces sols-là sont très hétérogènes, ont plusieurs couches. Alors, à certains endroits, les cartes qui sont produites permettent de calculer le rabattement attendu en fonction des conductivités hydrauliques saturées à différentes profondeurs, de proposer un écartement adéquat ainsi qu'une profondeur du drainage. Paramètres qui sont essentiellement associés à la présence de la couche, de l'épaisseur de coprogène, la fameuse couche dont on parlait tout à l'heure. On a essayé d'améliorer le drainage par des rotations courtes. C'est l'Oroterio qui a travaillé là-dessus, des rotations longues également, la pose de tranchées drainantes. Et puis l'ensemble de ces conclusions-là sont incluses dans le nouveau guide de drainage qui va être annoncé prochainement puis qui va être rendu disponible. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'au fur et à mesure qu'une tourbière se décompose, qu'elle soit d'origine, qu'elle soit constituée de sphinx boréales ou sinon de carex et de phragmites, ben là, dans les deux cas, au fur et à mesure qu'on atteint des valeurs de décomposition von Post de 4 et 5, on passe en fait sous le seuil de 1 mètre par jour, qui est un seuil minimum de drainage là, dans le cadre de ces sols-là. De telle sorte qu'il faut avoir un suivi en fonction du temps de l'évolution de la conductivité hydraulique saturée. Alors, pour les 4 types de sols qu'on avait identifiés précédemment, on s'aperçoit que lorsque les sols vont vieillir, et puis ça, c'est la majeure partie des sols qu'on va rencontrer quand il reste à peu près 60-70 cm de sol, bien, ils vont passer sous le seuil de 1 mètre par jour. Alors, on a fait beaucoup de travaux dans ce cas-là en posant l'hypothèse que les racines des plantes pourraient traverser la couche compacte et améliorer l'infiltration. Il y avait des bons résultats en sol compacté, mais rien n'avait été fait à ce jour en sol minéraux. Alors, on a travaillé sur des rotations courtes qui n'ont rien donné à toute fin pratique, même avec et sans sous-solage. Alors que quand on est allé avec des rotations longues à l'aide de bandes de saules, ben, on a réussi à fragmenter en fait la matrice, avoir des systèmes racinaires qui descendaient jusqu'au drain. Et puis après ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les pousser, on va les laisser pousser pendant 2 ans. On va carrément les détruire après 2 ans pour éviter qu'ils envahissent les drains. Et ce qu'on a pu constater, ça, c'est l'évolution de la position de la nappe en fonction du temps pour un drainage conventionnel en bleu et en vert, ou pour des sols qui ont été sous différentes rotations longues, de parcelles de saules qui ont été maintenues en place ou détruites. Alors, on peut voir ici que par rapport à la position des drains localisés ici en bleu, bien, en tout temps, durant la saison, la position de la nappe est rabattue très rapidement, même lorsqu'il y a des précipitations. Et on peut voir aussi qu'à l'automne, alors que le drainage conventionnel est relativement lent, mais lorsqu'on le couple en fait à l'utilisation d'une rotation longue, ça permet d'en augmenter grandement l'efficacité et d'avoir des rabattements très rapides qui rencontrent la norme du 40 cm en 24 heures. Et puis, on a estimé dans d'autres cas, surtout lorsque le sol est rendu très mince et que le coprogène est très près de la surface, qu'on devrait avoir recours à des tranchées drainantes, une stratégie qui est utilisée en Angleterre dans le cas de sols lourds avec des couches compactes. Et puis ça, c'est le rabattement attendu au fur et à mesure qu'on réduit l'écartement entre les drains par un drainage conventionnel. Alors là, si on utilise un drainage conventionnel avec une tranchée drainante, ben c'est le rabattement qu'on va
pouvoir obtenir. Ça fait qu'on peut conserver un espacement moins large, mais par contre, il faut faire des investissements au niveau de l'implantation d'une tranchée drainante. Alors, ça fait partie des essais qui sont en cours actuellement et puis qui ont été faits initialement par Morane Béliveau et puis qui se continuent avec Yelena Gomez-Lara, où est-ce qu'on implante des tranchées drainantes et puis on vérifie leur durée de vie sur le terrain parce qu'elles vont s'affaisser. Mais à ce jour, les essais de simulation qu'on a démontrent qu'en présence de couches compactes dans les tranchées drainantes, on en a besoin pour accélérer le rabattement en sus des augmentations de densité de drain. Et c'est une préoccupation qui va être de plus en plus importante parce qu'on observe que l'intensité des pluies et la fréquence des pluies augmentent dans le temps. Ça fait qu'il va donc falloir s'attendre à avoir une augmentation des besoins de drainage là, dans ce type de sol-là. Les plantes pérennes peuvent avoir un effet aussi important qu'une tranchée drainante. Et puis en ce moment, dans les deux cas, on est en train d'évaluer la durée de ces effets-là parce que ça coûte cher à implanter. Et puis si on veut évaluer le retour sur l'investissement, on doit avoir une bonne évaluation de leur durée de vie. Alors, tous les autres essais, qu'on parle de sous-solage, de redrainage seul, ont eu très peu d'effets ou des effets de courte durée. En fait, la moitié des bénéfices sont perdus à l'intérieur de 2 ans et demi quand on parle des sols organiques, par exemple. On n'a pas d'essais en sols minéraux sur ces types de choses. Ce qu'il faut réaliser aussi, c'est que l'ensemble d'informations générées est complexe à colliger. Elles demandent donc des mesures. Elles doivent être intégrées au sein d'outils d'aide à la décision puis appliquées par des gens qui connaissent ces choses-là. Ça fait qu'un des mandats qu'on avait à l'intérieur de ce projet-là, c'était en fait, d'envahir le milieu traditionnel avec des technologies nouveaux genres pour collecter davantage d'informations sur plusieurs processus isolés qu'on doit mettre en interaction si on veut générer des recommandations d'intervention localisée. Alors, il y a vraiment une migration vers le virtuel là, dans l'organisation des travaux au champ. Et puis, le livrable qui est prévu dans ce cas-là, c'est carrément un planificateur de travaux qui va prioriser en fonction des retours attendus sur l'investissement les différents travaux à faire et qui vont les localiser sur des cartes disponibles pour le producteur et son conseiller. Ce qu'il faut réaliser, par contre, c'est que pour arriver à prendre des décisions comme ça, il faut prendre des mesures. Alors, sur un projet totalisant 11,2 millions, 2,5 millions de dollars ont été consacrés aux efforts de caractérisation, à la fois des vents, mais aussi de la qualité des sols, donc des caractéristiques physiques, chimiques et biologiques, et que 1,5 million sont consacrés à l'intégration des connaissances dans un plan virtuel dynamique de gestion et de conservation des sols. Mais en termes de caractérisation, ce que ça représente, c'est quand même un investissement considérable, d'environ 1 600 $ par hectare ou 320 $ par hectare par année pour arriver à guider les décisions. Alors, par rapport à un plan de drainage ou assujetti à une caractérisation, bien, ça représente à peu près, c'est du même ordre de grandeur que ce qui s'investirait à peu près pour un plan de drainage, mais dans ce cas-là, dont la durée de vie va être récupérée sur une vingtaine d'années. Alors, il faut comprendre aussi que la gestion de l'eau va jouer un rôle fondamental dans la survie de ces sols-là. Parce que les contrôles de nappe vont permettre d'améliorer l'érosion éolienne, vont permettre d'agir au niveau de l'irrigation. Les contrôles de nappe qu'on va réinstaurer graduellement permettent aussi de mieux contrôler en fait le tassement naturel que ces sols-là vont subir si on les laisse tomber en drainage excessif. Alors, les conclusions de ce travail-là, c'est que finalement, l'érosion éolienne est très importante et va demander des interventions localisées, va impliquer le recours accru au brise-vent, à l'utilisation de plantes-abris et à l'irrigation de surface. Les premiers résultats indiquent qu'on peut espérer prolonger leur durée de vie de 3 à 4 fois et même tendre vers la durabilité par l'ajout de matières organiques provenant de surfaces limitrophes en production de biomasse. Pour le drainage, les tranchées drainantes et les rotations longues vont faire partie des outils additionnels au drainage actuel pour en améliorer l'efficacité et réduire l'effet de la compaction. L'implantation de systèmes experts va être nécessaire pour améliorer la précision des recommandations. Et puis, un besoin important de caractérisation des sols, de laboratoires spécialisés et d'expertise pour poser des diagnostics nécessaires à la mise en place de ces différentes solutions-là. L'agronome va rester un intervenant malgré la venue de ces systèmes experts-là pour accompagner les producteurs et les entreprises là, dans leurs décisions.
Alors, je vous remercie beaucoup à la fois pour cette invitation-là et puis je ne sais pas si résultat pour des questions, là, mais je vais laisser la parole à notre animatrice. Oui, bonjour. Ben, en fait, il ne reste pas beaucoup de temps, puis ceux qui peuvent étirer de quelques minutes, ben, pourront rester avec nous, hein. On va essayer d'en passer quelques-unes. Alors, je vais sans tarder commencer tout de suite avec la première. Dans le fond, plus pour Jacinthe, la première question, on se demandait si les plantes comme le miscanthus et la panique érigée sont commercialement disponibles au Québec. Puis, ben, est-ce qu'il y a des sources? Puis, il y a même quelqu'un qui se demandait la zone de rusticité pour le miscanthus, c'était quoi? Oui. Pour le panique érigé, oui, il y a vraiment il y a des producteurs de semences là, qui sont situés à Valleyfield, je pense. Il y a beaucoup de recherches de développement de cultivars pour le Québec qui se sont faites à l'Université McGill. Donc, il y a des variétés Cave in Rock que je connais bien, là, avec qui on travaille, qui existent et qui sont en vente, là, qu'on peut trouver dans les où est-ce qu'on achète les semences normalement. Ça, c'est pour le panique érigé. Pour le miscanthus, c'est une autre paire de manches. Comme je l'ai dit, nous, on s'est approvisionné principalement, c'est en rhizome que ça se plante. On s'est approvisionné principalement en Ontario. Mais au fil et à mesure qu'on discutait du miscanthus, on s'est finalement aperçu qu'il y avait eu des parcelles qui avaient été mises en place en Gaspésie ou dans Bas-Saint-Laurent. Et notre dernière, finalement, plantation de miscanthus, c'est faite par des rhizomes qui ont été implantés dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça peut quand même, la zone de rusticité est quand même assez élevée. Là. Peut-être pas le lac Saint-Jean, là, mais en Montérégie, ça pousse très bien. On n'a pas eu vraiment de pertes à l'hiver. Ce qu'on a eu, c'est des pertes dues à une mauvaise implantation. Oui, Saint-Éloi, effectivement, exactement, c'est ça. C'est producteur, M. René Simon, agronome, avec qui j'ai fait affaire là, pour l'année passée, là, qui nous a vraiment bien aidé par son expertise, parce que ça fait plusieurs années qu'ils ont des sites, eux, en expérimentation pour le miscanthus, qui est la variété Gigateus. L'hybride, en fait, c'est un hybride qui est stérile, hein, qui va pas, qui n'est pas quelque chose qui peut être envahissant du tout, là. Bien, merci beaucoup. La prochaine question, ce serait plus pour Jean, je crois. On demandait si les changements climatiques allaient influencer l'érosion éolienne et la décomposition des sols organiques pour les prochaines années. C'est clair, c'est une grande préoccupation pour les producteurs. On évalue on a évalué durant toutes ces années-là de projet les périodes de récurrence de pluie, puis les événements qu'on avait une fois ou 2 ans, les pluies qu'on avait une fois ou 2 ans. On les a maintenant dans les dernières années jusqu'à 4 fois par année. Alors, l'intensité des pluies a augmenté. Ça a immédiatement un effet sur les besoins de drainage parce que la conception des plans de drainage avait été faite pour un certain régime d'alimentation. Maintenant, ça a changé. Ça fait que c'est sûr qu'il va falloir revoir en fait le drainage. Le drainage conventionnel en fait partie, mais aussi le recours à des travaux qui évitent la compaction sont importants et également l'utilisation de tranchées drainantes vont faire partie des solutions dont on a besoin pour prendre en compte ces phénomènes. Merci, Jean. La prochaine question, ça serait, je crois, plutôt pour Jacinthe. Dans le fond, vous avez parlé que, dans le fond, il y avait un impact sur l'assimilation de l'azote et tout ça. Puis, je ne sais pas, dans le cadre de vos expériences, si les producteurs ont compensé en mettant plus d'azote ou là, pour l'expérience, vous n'avez rien fait, mais les gens se demandaient si éventuellement, il y allait avoir comme une stratégie de fertilisation pour compenser ou est-ce qu'ils doivent compenser? Oui, dans le fond, notre stratégie pour les expériences qui se sont faites au champ, c'était selon la volonté du producteur. Donc, certains ont compensé, mais la plupart, je dirais, n'ont pas compensé. Ils voulaient savoir finalement qu'est-ce qui se passe si je ne compense pas. Et dans la plupart des cas, là, effectivement, on a eu une baisse de rendement la première année. Puis, dans les essais futurs, effectivement, là, on aimerait pouvoir ajuster cette fertilisation-là pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de perte de rendement. Mais pour nous, la bonne nouvelle, c'est justement que ces sols-là, ils minéralisent tellement que le fait qu'on séquestre ou qu'on retient un peu d'azote dans le sol, c'est une bonne nouvelle. Il y a moins de pertes qui vont se faire dans les périodes à l'automne ou dans la saison hors de croissance. Donc, cette diminution-là d'azote-là, ce n'est pas seulement une mauvaise nouvelle, là, on le prend aussi sur le côté positif. Je vais peut-être y aller avec une dernière question. On se demandait si le récolte et le conditionnement du sol, ça posait un problème avec le niveau de la machinerie, tout ça.
En fait, pour l'instant, on fait affaire avec les spécialistes au Québec, là, l'entreprise Rameau, qui est le plus gros producteur de saules, je pense, en Amérique du Nord. Donc, eux ont vraiment l'expertise, la machinerie. Donc, pour l'instant, pour les petites surfaces, les producteurs s'organisent là, avec ce qu'ils ont chez eux. Mais pour les grandes surfaces, il faut une machinerie spécialisée, je pense. Je ne suis vraiment pas très compétente au niveau de la machinerie, mais ça prend des outils mécanisés qui sont spécialisés pour la récolte du saule. Oui.